La théorie de Lewis nous explique comment les atomes vont se lier, et le résultat étant que dans une molécule, chaque atome va avoir tendance à se retrouver entouré d'un nombre d'électrons qui est égal au nombre d'électrons de valence du gaz rare de sa période. Nous avons ainsi pu construire les structures de Lewis de toute une série de molécules. C'est ce que nous avons fait, j'espère, c'est ce que vous aviez plus ou moins perçu là où vous étiez à la fin du dernier cours. Ce que nous allons faire maintenant, c'est voir comment cette notion et cette théorie de Lewis va nous permettre de comprendre la réactivité et les propriétés chimiques de certaines molécules. En particulier, nous allons ainsi définir, et ce sera le paragraphe 3, nous allons définir ce que sont les acides et les bases de Lewis. Acides et bases de Lewis. Commençons par les acides. Un acide de Lewis est une molécule dans laquelle un atome a sa couche de valence incomplète. Un atome a sa couche de valence incomplète. Qu'entend-on par couche de valence incomplète? Eh bien, c'est un atome qui n'est pas entouré de 8 électrons, par exemple, pour un atome de la deuxième période du tableau périodique. Donc, c'est une molécule, un acide de Lewis, c'est une molécule dans laquelle un atome a sa couche de valence incomplète. Dès lors, il va avoir tendance à gagner une paire électronique supplémentaire. Pour compléter cette couche, il va avoir tendance à gagner une paire électronique supplémentaire. Voilà la définition. Bien sûr, pour mieux la comprendre, le mieux, c'est de donner un exemple. Et l'exemple typique d'un acide de Lewis, c'est le composé qui associe le bore et le fluor. Alors, le bore, souvenons-nous, c'est un atome qui a 3 électrons de valence. Le fluor, nous le savons bien sûr, c'est un atome qui a 7 électrons de valence. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, chaque atome de bore va avoir tendance à se lier donc avec 3 atomes de fluor pour donner la molécule de fluorure de bore. Le bore est au centre. Il peut former 3 liaisons avec ces 3 électrons de valence vers 3 atomes de fluor. Chaque atome de fluor engageant bien sûr un de ces 7 électrons de valence. Chaque atome de fluor a donc autour de lui toujours 6 électrons de valence qui vont former 3 paires électroniques libres autour de chaque atome de fluor. Si nous examinons la situation de l'atome de fluor, nous voyons bien que l'atome de fluor est entouré de 4 paires électroniques, 8 électrons, donc au sens de Lewis, l'atome de fluor est très stable. En revanche, nous voyons que l'atome de bore, lui, est entouré de 3 paires électroniques seulement, c'est-à-dire seulement 6 électrons et non pas 8. D'accord ? C'est l'atome de bore qui a donc sa couche de valence incomplète, seulement 6 électrons autour de lui, et donc c'est pour ça que le fluorure de bore est un acide de Lewis. Vous aurez l'occasion, bien sûr, soit aux exercices, soit aux séances de travaux pratiques, de rencontrer d'autres acides de Lewis. Mais voilà un premier exemple. Si on parle d'acide de Lewis, on parle aussi de base de Lewis. Et donc, examinons maintenant ce que sont les bases de Lewis. Une base de Lewis est une molécule, est un composé qui possède au moins une paire électronique libre, qui possède au moins une paire électronique libre
une paire électronique libre que nous appelons plus rapidement une paire libre. Et cette paire libre, elle est susceptible d'être partagée. Une base de Lewis est un composé, est une molécule qui possède au moins une paire électronique libre, cette paire électronique libre étant susceptible d'être partagée. À nouveau, pour mieux illustrer ce concept, prenons un exemple, l'exemple typique de la base de Lewis, c'est la molécule d'ammoniac. La molécule d'ammoniac qui, en son centre, comporte un atome d'azote, et nous voyons bien que cet atome d'azote, nous le savons, porte une paire électronique libre. Autrement dit, la molécule d'ammoniac est une base de Lewis. Nous comprenons tout de suite, bien sûr, que acide de Lewis et base de Lewis sont deux notions complémentaires. Dans l'acide de Lewis, un atome, eh bien, il lui manque des électrons, il lui manque une paire électronique libre. Dans une base de Lewis, un atome a une paire électronique libre, au moins susceptible d'être partagée. Dès lors, que pouvons-nous examiner immédiatement, et je vais le mettre ici, c'est la capacité des acides et bases de Lewis à réagir l'un avec l'autre. Ce sera donc la conséquence directe. Examinons ensemble un exemple de réaction acide-base de Lewis. Prenons notre base de Lewis, l'ammoniac, et je dessine la molécule orientée comme ça pour une raison bien précise que nous verrons dans une seconde. Prenons notre acide de Lewis, le fluorure de bore, et je dessine la molécule comme ceci aussi pour une bonne raison. Donc, le plus simple, c'est que vous dessiniez ces deux molécules l'une avec l'autre, l'une vis-à-vis de l'autre comme ceci. Que va-t-il se passer? Eh bien, les électrons de la paire électronique libre de la base, c'est-à-dire de l'azote, vont servir à former une nouvelle liaison avec l'atome de bore. Le résultat de cette réaction chimique sera donc la molécule suivante, dans laquelle, eh bien, l'atome d'azote et l'atome de bore sont cette fois liés l'un à l'autre. Cette liaison entre l'atome d'azote et l'atome de bore, je la mets en jaune pour, j'espère que vous voyez la couleur jaune, pour bien noter qu'il s'agit du partage de la paire libre de l'atome d'azote. Maintenant, examinons la situation de l'azote entouré de 4 paires électroniques. Il est stable au sens de Lewis. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que maintenant l'atome de bore est entouré lui aussi de 4 paires électroniques et lui aussi est stable au sens de la théorie de Lewis. Voilà donc un exemple de réaction acide-base de Lewis. Remarquons cependant une chose, cette structure de Lewis n'est pas correcte parce que nous avons oublié d'y ajouter les charges formelles. Qu'est-ce que la charge formelle au sens de Lewis? Souvenons-nous, eh bien c'est la différence entre le nombre d'électrons qu'on attribue à un atome dans la molécule et le nombre d'électrons de valence de cet atome à l'état isolé. Alors, comment faire pour attribuer les électrons aux atomes dans une molécule? On considère qu'un atome possède l'intégralité des électrons de ses paires électroniques libres et la moitié des électrons de ses paires de liaison. Donc, examinons dans cette molécule combien d'électrons on peut attribuer à l'un et l'autre atome. L'azote, entouré de 4 paires de liaison, 8 électrons, on lui en attribue la moitié, on lui attribue 4 électrons. L'atome d'azote à l'état isolé a combien d'électrons de valence? 5. Et ici, on ne lui en attribue que 4. Il faut donc placer près de l'atome d'azote une charge formelle positive. Au sens de Lewis, il est chargé positivement. Examinons maintenant la situation d'atome de bore. Lui aussi est entouré de 4 paires de liaisons. Donc, on lui attribue la moitié des électrons, c'est-à-dire 4 électrons aussi. Or, l'atome de bore à l'état isolé a 3 électrons de valence. Ici, on lui en attribue 4, ce qui veut dire que l'atome de bore, eh bien, il est porteur d'une charge formelle négative. Voilà donc la structure de Lewis correcte
du produit de la réaction entre une base de Lewis, une molécule qui peut partager une paire électronique, et un acide de Lewis, une molécule dont un atome a sa couche de valence incomplète. Alors nous voyons bien que la liaison ici est particulière. La liaison azote-bore, on lui donne un nom particulier, on appelle ça liaison dative. C'est une liaison dative d'un nom, d'un mot latin qui voulait dire donner. Liaison dative, c'est l'ancien nom qu'on emploie. Pourquoi dative? Parce que, rendons-nous compte que les deux électrons de cette liaison proviennent du même atome, ils proviennent de l'azote. Alors que dans la théorie de Lewis, la liaison est toujours une mise en commun. Chaque atome amène un électron. Ici, la liaison jaune, là, ces deux électrons proviennent du même atome. C'est pourquoi on lui donne un nom particulier, on l'appelle liaison dative ou encore liaison de coordination. Liaison dative ou liaison de coordination. Voilà, avez-vous des questions sur ceci? Oui? Alors la question, est-ce que ceci a à voir avec l'électronégativité? Pas directement, pas directement. Cependant, nous allons voir dans une minute que l'électronégativité a une influence sur la force des acides et sur la force des bases. Nous allons voir ça tout de suite s'il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Donc, maintenant, ce que nous allons voir ensemble, c'est, nous avons vu dans quel type de situation une molécule sera un acide de Lewis, une molécule sera une base de Lewis, et donc pourront réagir l'une avec l'autre. Mais ce qui se passe, c'est que toutes les molécules acides de Lewis, toutes les molécules de base de Lewis n'ont pas la même réactivité. Elles sont plus ou moins susceptibles de réagir les unes avec les autres. Et cette capacité à réagir dans une réaction acide-base, c'est ce qu'on appelle, acide-base de Lewis, c'est ce qu'on appelle la force des acides, la force des bases. Et donc nous allons examiner maintenant, ici, et ce sera le point 4, la force des bases de Lewis. La force des bases de Lewis. La force des bases de Lewis, c'est donc leur capacité, ça revient à dire que c'est leur capacité à partager une paire électronique. C'est leur capacité à partager une paire libre. Puisque la base de Lewis cède d'une certaine façon une de ces paires libres pour former la nouvelle liaison, la liaison de coordination. Eh bien, cette capacité, elle dépend de deux paramètres. D'une part, elle diminue avec l'électronégativité de l'élément qui porte la paire. De l'élément, soyons plus précis, de l'atome. De l'atome, elle diminue cette force de la base de Lewis avec l'électronégativité de l'atome qui porte la paire libre. Ainsi, si nous comparons la basicité, la force de la base de Lewis, de trois bases de Lewis, regardons-les ensemble, il s'agit d'une part de l'ammoniac que nous avons vu, d'accord, c'est une base de Lewis, mais une autre molécule, la molécule d'eau dont nous connaissons aussi la structure de Lewis, est aussi une base de Lewis. Nous avons un atome, l'atome d'oxygène, qui porte deux paires libres. Et un autre composé qui est aussi potentiellement une base de Lewis, c'est le fluorure d'hydrogène, dans lequel l'atome de fluor porte trois paires libres. À votre avis, quelle est la base de Lewis la plus forte
de ces trois molécules. Qui dit que c'est l'ammoniac? Un courageux. Qui dit que c'est l'eau? Un courageux. Qui dit que c'est le fluorure d'hydrogène? 52 piégés. La capacité à partager une paire libre, ça veut dire la capacité à céder ces électrons. L'électronégativité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à garder ces électrons. Plus un atome est électronégatif, moins il a tendance à partager ces électrons. Quel est l'atome le plus électronégatif du tableau périodique? Le fluor. Autrement dit, le fluor n'a aucune tendance à céder, à partager des électrons, donc HF est une très mauvaise base. C'est très peu basique, HF. L'oxygène, eh bien, est aussi assez électronégatif. L'azote est moins électronégatif. Et donc, c'est l'ammoniac qui est très basique au sens de Lewis. La force de l'ammoniac comme base de Lewis est beaucoup plus grande que celle de l'eau, beaucoup plus grande encore que celle de HF. Ce n'est pas le nombre de paires électroniques qui est en jeu, comme on l'avait écrit ici au-dessus, c'est l'électronégativité. Et puis, cette force de base de Lewis varie aussi avec la charge, varie avec la charge électrique de l'espèce qui possède les paires électroniques libres. Comparons trois molécules semblables qui font intervenir les mêmes atomes mais avec des charges électriques différentes. C'est l'ion hydroxyde, OH-, l'eau, à nouveau, et l'ion hydronium, H3O+. Nous voyons que dans ces trois composés, qui possèdent tous les trois de l'oxygène et de l'hydrogène, l'atome d'oxygène possède chaque fois des paires électroniques libres, ici, là et là. Lequel de ces atomes d'oxygène sera le plus susceptible de partager une paire libre? Celui, bien sûr, qui est le plus riche en électrons. Et celui qui est le plus riche en électrons, c'est celui qui est chargé négativement. Donc, bien sûr, l'ion hydroxyde est beaucoup plus basique que l'eau, elle-même beaucoup plus basique au sens de Lewis que H3O+. H3O+, nous avons un atome d'oxygène qui est électronégatif, donc il n'a pas déjà tendance à céder ses électrons, et qui est en plus pauvre en électrons, il est porteur d'une charge positive, il ne va pas en plus partager la dernière paire libre qui lui reste. Donc, très peu basique, très basique. Voilà donc comment on peut comprendre dans quelle situation une molécule va pouvoir se comporter comme une base de Lewis, c'est-à-dire comme une espèce susceptible de partager une paire électronique libre. Voyons maintenant la force des acides. La force des acides de Lewis. Eh bien, un acide de Lewis est d'autant plus fort, l'acide de Lewis sera d'autant plus fort que l'atome dont la couche de valence est incomplète, l'atome dont la couche de valence est incomplète, est pauvre en densité électronique. Est pauvre en densité électronique. Et nous allons bien sûr expliquer tout de suite ce concept. Donc, souvenons-nous, nous venons de le voir, que dans un acide de Lewis, il y a un atome qui n'a pas sa couche de valence complète, qui va avoir tendance à capter une paire électronique supplémentaire. D'accord ? Alors, comment va-t-il le faire? Eh bien, en fonction de la densité électronique. Comparons ainsi la molécule
d'hydrure de bore, BH3. Il s'agit bien sûr d'un acide de Lewis, puisque l'atome de bore est entouré seulement de 3 paires électroniques, donc sa couche de valence n'est pas complète. Et puis, voyons l'acide de Lewis que nous avons déjà décrit il y a quelques minutes, le fluorure de bore. Ce sont donc 2 acides de Lewis. Un des 2 est plus fort que l'autre, il s'agit du fluorure de bore. Pourquoi le fluorure de bore est-il plus fort que l'hydrure de bore comme acide de Lewis? Eh bien, parce que nous savons que le fluor est l'élément le plus électronégatif. Autrement dit, dans une liaison, les électrons de la liaison vont avoir tendance à être attirés par l'élément le plus électronégatif, ce que je vais noter ici par une flèche comme ceci. Souvenons-nous qu'un élément, un atome électronégatif, non seulement il garde ses propres électrons, mais il a tendance à acquérir des électrons supplémentaires. Autrement dit, les atomes de fluor étant très électronégatifs vont avoir tendance à acquérir, à prendre les électrons de la liaison bore-fluor. L'atome de bore qui est là, qui n'avait déjà en principe que 6 électrons autour de lui, il est appauvri en plus parce que ces électrons, ils ont tendance à être attirés par le fluor. Il est encore plus pauvre en densité électronique, il a donc encore plus tendance à accepter une paire électronique supplémentaire. Et donc, eh bien, il se comportera comme un acide de Lewis très fort. C'est un acide très fort. Au contraire, l'hydrure de bore, l'hydrogène et le bore ont des électronégativités semblables, ce qui veut dire que eh bien, les électrons resteront bien mis en commun et l'atome de bore ici sera moins pauvre en densité électronique. C'est toujours un acide de Lewis, il n'a toujours que 6 électrons autour de lui, mais au moins ces électrons, il les a encore plus ou moins autour de lui. D'accord ? Donc il est moins pauvre en densité électronique, donc c'est un acide moins fort que le fluorure de bore. Voilà comment on peut aussi comprendre la différence de force entre les acides de Lewis sur la base de l'électronégativité, comme la question a été posée. Donc l'électronégativité, elle, disons, intervient à la fois pour moduler la force des bases de Lewis, mais aussi pour moduler la force des acides de Lewis. Nous allons voir maintenant une nouvelle notion qui est aussi liée directement à la théorie de Lewis, mais qui va au-delà de la théorie de Lewis, c'est la notion de résonance, ou appelons ça phénomène de résonance. Ce phénomène de résonance, il est apparu lorsque, appliquant la théorie de Lewis, un certain nombre de chimistes se sont rendus compte que pour certaines molécules, on peut écrire plusieurs structures de Lewis correctes différentes. Pour certaines molécules, il existe plusieurs structures de Lewis correctes différentes. Les structures de Lewis correctes, eh bien, elles suivent bien sûr les grands principes de la théorie de Lewis. Eh bien, on peut en écrire de manière correcte plusieurs différentes. Ces structures de Lewis correctes, on les appelle aussi formes mésomères. En chimie, on les appelle aussi formes mésomères. Ou encore forme de résonance, d'où le nom de phénomène de résonance. Forme de résonance, forme mésomère. Les formes de résonance, les formes mésomères, sont des structures de Lewis différentes pour la même molécule. Et la chose qui est apparue clairement, c'est que la structure réelle de la molécule,
la structure réelle, puisque n'oublions pas que quand on écrit une structure de Lewis, on place des liaisons entre les atomes. D'accord ? Et on va le faire différemment dans les différentes formes mésomères. On peut se dire, et la structure réelle alors ? La molécule, comment est-elle vraiment ? Eh bien, cette structure est intermédiaire. Cette structure est intermédiaire entre celles des différentes formes mésomères. Entre celles des différentes formes mésomères. Alors, dit comme ça, évidemment, ça peut apparaître un peu abstrait. Le plus simple, comme toujours, c'est de prendre un exemple. L'exemple le plus important, c'est celui de la molécule qui a fait prendre conscience aux chimistes de l'existence de ce phénomène de résonance, c'est la molécule de benzène. Molécule de benzène dont la formule moléculaire est C6H6. Et pendant des décennies, à la fin du XIXe siècle, les chimistes se sont demandé quelle était la structure, comment étaient liés ces 6 atomes de carbone et ces 6 atomes d'hydrogène dans la molécule. Et finalement, c'est un chimiste allemand du nom de August Kekulé qui a déterminé la structure du benzène. Il a compris que c'était une structure cyclique, c'est-à-dire que les 6 atomes de carbone forment un cycle en fait. Ils forment un cycle, ce qu'on peut dessiner selon un hexagone comme ceci, et que donc ils sont liés, chaque atome est lié à 2 autres atomes, et portent en outre un atome d'hydrogène. Voilà. Ce faisant, nous remarquons que chaque atome de carbone a engagé 3 de ses électrons de valence dans ces 3 liaisons avec ses voisins. Il lui reste bien sûr un 4e électron de valence. Eh bien, ils vont les partager 2 à 2 pour former une double liaison carbone-carbone, 2 atomes par 2 atomes. Voilà la structure de Lewis de la molécule de benzène. Remarquons qu'il existe une autre structure de Lewis, une autre forme mésomère, que je vais dessiner tout de suite. Elle a aussi les 6 atomes de carbone sous forme d'un cycle, bien sûr. Elle porte aussi 6 atomes d'hydrogène liés chaque fois au carbone. Mais cette fois, les doubles liaisons se forment entre ces carbone-ci, ces atomes de carbone-ci, ceux-là et ceux-là. Nous voyons donc que ce sont 2 structures correctes toutes les deux. Elles diffèrent par la position des doubles et des simples liaisons. Ces 2 formes-là sont les formes de résonance, sont les formes mésomères du benzène. On les dessine reliées par une flèche, une flèche à 2 pointes. Les formes mésomères, pour indiquer que ce sont 2 structures de Lewis correctes de la même molécule, on les relie par une flèche à 2 pointes. Attention, pas par la double flèche de l'équilibre chimique, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, et que nous verrons dans quelques cours. Un peu plus loin que ce que je pensais dans le cours, mais on va finir par les voir. D'accord ? Entre formes mésomères, on met une flèche à 2 pointes, comme ça. Alors, ceci pourrait indiquer qu'il y a 2 types de molécules de benzène. Ce n'est pas le cas. Il y a un seul type de molécule de benzène. D'accord ? Et dans la structure de la molécule de benzène, la structure réelle est intermédiaire. Dans la structure réelle, qu'est-ce qu'on a ? On a 6 liaisons carbone-carbone identiques. On a 6 liaisons carbone-carbone identiques. On n'en a pas 3 simples et 3 doubles. On a 6 liaisons identiques et la longueur de cette liaison, elle est de 1,40 angstrom. Nous ne devons pas retenir cette valeur-là, mais souvenons-nous qu'une liaison simple carbone-carbone, c'est 1,54 angstrom, une liaison double, c'est 1,32 angstrom. Ici, nous avons des liaisons carbone-carbone dont la longueur est intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double.
Dit encore autrement, la structure réelle, eh bien, c'est la superposition, si vous voulez, de ces deux structures-là. On peut considérer que chaque liaison n'est ni simple ni double, mais intermédiaire entre simple et double. Ce qui fait que souvent, on représente aussi la molécule de benzène comme ceci, donc toujours avec ces 6 atomes de carbone, bien sûr, porteurs chacun d'un atome d'hydrogène, bien sûr, mais pour noter le fait que les liaisons ne sont ni simples ni doubles, eh bien, on met un pointillé comme ça, tout le long de toutes les liaisons carbone-carbone, pour dire c'est plus qu'une simple liaison, c'est moins qu'une double liaison. Et si on veut utiliser une représentation encore beaucoup plus simple, on dessine tout simplement le squelette d'atomes de carbone comme un hexagone, on néglige les atomes d'hydrogène, on sait qu'ils sont là, et on place simplement un cercle comme ceci pour dire que ce sont toutes des liaisons qui sont les mêmes, intermédiaires entre simple et double. Pourquoi est-ce que l'existence de ces formes de résonance est importante? Parce que, en fait, la structure réelle est plus stable. Ces formes de résonance, la résonance, donc l'existence de plusieurs formes mésomères, stabilise la molécule. La résonance, l'existence de plusieurs formes mésomères, stabilise la molécule. C'est une chose très importante. Nous verrons dans quelques cours qu'on peut calculer la stabilité des molécules à partir des liaisons qu'elles contiennent. Eh bien, lorsqu'on calcule, on a un certain chiffre. Lorsqu'on mesure la stabilité du benzène, on trouve qu'il est plus stable que ce qu'on avait calculé. Et cet excès de stabilité, cette stabilité plus grande, elle est due à la résonance, à la coexistence de ces formes mésomères. Voilà donc pour ce phénomène de résonance. J'en parle ici parce que, bien sûr, dans le cours de chimie organique que suivront les biologistes et les chimistes, M. Gerbaud utilisera beaucoup cette notion-là. Je pense que dans le cadre de ce cours, nous l'utiliserons beaucoup moins, mais il est bon que vous soyez déjà conscient de ceci. En étudiant la théorie de Lewis, c'est de comprendre comment des atomes vont se lier. Ils vont se lier de manière à se retrouver entourés de 8 électrons ou de 2 électrons de valence autour d'eux. Mais nous n'avons pas encore compris pourquoi ils se lient. Qu'est-ce qui fait que 2 atomes s'approchent et forment une liaison? D'accord? Eux ne connaissent pas la théorie de Lewis. Et pourtant, ils se lient, même sans connaître la théorie de Lewis. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons comprendre pourquoi des atomes se lient en examinant ensemble les 2 grands types de liaisons qu'il y a, liaison covalente et liaison ionique. Nous allons commencer par la première d'entre elles, la liaison covalente. Ce sera donc la section B de ce chapitre. La section A, c'était, je pense, théorie de Lewis de la liaison. Section B, la liaison covalente. La liaison covalente est une liaison qui apparaît entre atomes du même élément. Donc, elle va se former entre atomes du même élément ou entre atomes d'électronégativité semblable ou entre atomes d'électronégativité semblable. Ça, il est clair que si on a affaire au même élément, ils ont la même électronégativité, mais si 2 atomes sont d'électronégativité semblable, lorsqu'ils vont se lier, on pourra décrire ça par cette notion de liaison covalente. Et bien sûr, pour illustrer, pour comprendre comment ça fonctionne, nous allons prendre la liaison la plus simple, la molécule la plus simple, nous allons examiner ensemble la formation de la molécule de dihydrogène à partir de 2 atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène est l'atome le plus simple qui existe. La molécule d'hydrogène est la molécule la plus simple qui existe. Autrement dit, qu'avons-nous au départ? Nous avons 2 atomes d'hydrogène,
comment représenter ces deux atomes d'hydrogène? Eh bien, nous avons un noyau qui contient un proton et autour du noyau, dans l'espace autour du noyau, nous avons un électron. Et cela, bien sûr, pour chaque atome. Alors, examinons un peu la situation de ce système. Et nous allons tout d'abord partir. Ici, au départ, nous avons deux atomes d'hydrogène très éloignés. D'accord? Les deux atomes, au départ, considérons qu'ils sont très éloignés. Donc, ils ne savent même pas que l'autre est là. Ils ne ressentent pas la présence de l'autre. L'énergie du système de ces deux atomes très éloignés, ce sera simplement l'énergie de deux atomes d'hydrogène. C'est l'énergie de deux atomes d'hydrogène. Or, nous avons vu qu'à l'état fondamental, l'énergie de l'atome d'hydrogène, c'est moins une fois la constante de Rydberg, c'est-à-dire moins 13,6 électronvolts. D'accord? Hein, donc, je peux dire que l'énergie ici, ça va être 2 fois moins 13,6 électronvolts. Et si nous voulons passer en kilojoules par mole, qui est l'unité d'énergie du monde macroscopique, on multiplie, on sait qu'un électronvolt correspond à 96,8 kilojoules par mole, nous pouvons donc dire que c'est aussi l'énergie 2 fois moins 1312 kilojoules par mole. Donc, moins 13,6 électronvolts, ça fait moins 1312 kilojoules par mole, ce qui nous fait moins 2624 kilojoules par mole. Voilà donc l'énergie de deux atomes d'hydrogène lorsqu'ils sont très éloignés. Imaginons maintenant que nous amenions ces deux atomes d'hydrogène au même point de l'espace. Si on amenait les deux atomes au même point, eh bien, dans ce cas-là, le système, notre système de deux atomes, eh bien, à quoi ressemblerait-il? Il serait semblable, ce que je désigne par le symbole qui est là, il serait semblable à un atome d'hélium. Pourquoi? Parce que si nous amenons ces deux atomes au même point, qu'aurons-nous? Nous aurons deux protons au même endroit, c'est la même chose que dans le noyau d'hélium, deux électrons autour, c'est la même chose que dans l'atome d'hélium. D'accord? Donc, en amenant les deux atomes d'hydrogène au même point, nous générons un système qui ressemble fort à l'atome d'hélium. Et dès lors, bien sûr, l'énergie de ce système de deux atomes, dans ce cas-là, eh bien, ce sera à peu près l'énergie des deux électrons de l'atome d'hélium. Puisqu'il ressemble fort à l'atome d'hélium, eh bien, l'énergie de ce système où nous amènerions les deux atomes d'hydrogène au même point, elle serait proche de l'énergie des deux électrons de l'atome d'hélium. Est-ce que ça nous aide? Oui, parce que cette énergie, on peut la déterminer à partir des énergies d'ionisation. On peut la déterminer à partir de l'énergie d'ionisation. Souvenons-nous, l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie nécessaire pour retirer un électron, pour arracher un électron à un atome. D'accord? Et donc, ces énergies d'ionisation nous disent quelle est l'énergie de l'électron dans l'atome d'hélium. Autrement dit, nous pouvons en déduire que l'énergie ici, que vaudrait-elle? Eh bien, elle vaudrait, oui, les énergies d'ionisation de l'atome d'hélium, nous les avons déjà vues, c'est 24,1 électronvolts pour la première et 54,4 électronvolts pour la seconde.
Il y a 2 électrons arrachés. Vous ne devez bien sûr pas retenir ces valeurs. Mais elles sont connues. Donc, à partir de ces valeurs, si on les transforme en kilojoules par mole, 24,1 électronvolts, ça veut dire que l'électron se trouve à moins 24,1 électronvolts, ce qui nous fait moins 2372 kilojoules par mole. Et puis le suivant, s'il faut 54,4 électronvolts pour l'arracher, ça veut dire qu'il se trouve à 54,4 électronvolts en dessous du zéro, ce qui traduit en kilojoules par mole fait moins 5250. Donc, ces deux valeurs-là sont l'opposé des deux énergies d'ionisation transformées simplement d'électronvolts en kilojoules par mole. Ça nous fait une valeur de moins 7622 kilojoules par mole. Nous voyons donc que si nous amenions les deux atomes d'hydrogène au même point, l'énergie serait de moins 7622. Là, quand ils étaient très éloignés, ils étaient avec une énergie de moins 2624. Moins 2600, moins 7600. Moins 7600, c'est beaucoup plus négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système-ci est plus stable que les deux atomes éloignés. Il est plus stable que les deux atomes éloignés. On passe de moins 2600 à moins 7600, de moins 4998 kilojoules par mole. Nous voyons donc qu'amener les deux atomes d'hydrogène au même point de l'espace stabilise le système par pratiquement 5000 kilojoules par mole. C'est ce qu'on appelle la stabilisation électronique. C'est ce qu'on appelle la stabilisation électronique. Comment comprendre ce phénomène de stabilisation électronique? Eh bien, lorsque les deux protons sont au même point de l'espace, les électrons bénéficient de l'attraction de deux charges positives et non pas d'une seule charge positive comme dans l'atome isolé. Les électrons bénéficient de l'attraction de deux protons, de deux charges positives. Et donc forcément, plus il y a de charges positives, plus l'électron est stable en étant attiré par ces charges positives. Voilà pourquoi, si on amenait les deux atomes dans le même point de l'espace, le système sera plus stable. Cependant, ce faisant, en amenant les deux atomes au même point de l'espace, nous avons négligé quelque chose. Les électrons, eux, ils y gagnent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous avons forcé deux protons, deux charges de même signe, d'être au même point. Est-ce que des charges de même signe ont envie d'être proches? Non. Des charges de même signe se repoussent. Et ça, on l'a totalement oublié. Mais il faut prendre en compte, bien sûr. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons maintenant examiner, forcément, la répulsion entre les deux noyaux. La répulsion entre les noyaux. Répulsion entre les noyaux qui est donnée par une expression mathématique que vous connaissez, qui est la loi de Coulomb, ou que vous découvrirez bientôt dans vos cours de physique, la loi de Coulomb. Alors, eh bien, cette loi de Coulomb nous dit que l'énergie d'interaction entre deux charges électriques, elle dépend du rapport, un rapport où apparaît au numérateur le produit des charges des deux particules. Donc ça, c'est la charge du premier proton, ça c'est la charge du deuxième proton. Elles sont bien sûr égales.
Donc, dans l'énergie apparaît au numérateur le produit des charges, et au dénominateur apparaît l'expression suivante, 4 fois pi, la constante, fois epsilon 0, qui est une autre constante, qui est la permittivité du vide, pas besoin de retenir, chose importante, fois R. R est la distance entre les charges. C'est la distance entre les charges. Alors, ce que nous pouvons faire, bien sûr, la charge du proton elle est connue, les valeurs des constantes sont connues aussi. Nous pouvons transformer cela et écrire que cette expression elle est égale à plus 1393 divisé par cette distance lorsque la distance est exprimée en angström. À nouveau, nous ne devons pas retenir cela. En revanche, la chose importante à retenir, c'est que cette énergie est positive. Autrement dit, ce facteur-là est déstabilisant. C'est une énergie positive. Il est déstabilisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la distance est petite, plus on approche les deux protons, plus ils ont tendance à se repousser, donc plus l'énergie va augmenter. Et bien sûr, c'est défavorable à un système est d'autant plus stable que son énergie est basse. Ici, en rapprochant les deux protons, nous faisons augmenter l'énergie, nous déstabilisons le système. D'accord? Donc voilà, deux choses vont se passer lorsqu'on approche deux atomes. D'une part, la stabilisation électronique, d'autre part, la répulsion entre les noyaux. Et donc cette répulsion entre les noyaux, je vais par exemple l'entourer ici en jaune. Ce que nous allons faire maintenant ensemble, eh bien, c'est voir ce que ça donne sous la forme d'un graphique. Je vais donc porter en ordonnée l'énergie. Et que je vais exprimer en kilojoules par mole. Et en abscisse, la distance entre les noyaux. Ça, c'est la distance R en angström, c'est la distance entre les noyaux. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous connaissons? Au départ, lorsque les deux atomes sont très éloignés, l'énergie est de moins 2624 kJ par mole. Je vais tracer simplement un repère sous la forme d'une ligne discontinue ici. Pour montrer que lorsque la distance est très grande, ici, l'énergie du système, les deux atomes sont très éloignés, l'énergie du système est ici. Ce point-là, nous allons dire que c'est le point 1 qui correspond à la première étape du raisonnement que nous avons tenu ici. Nous savons que lorsque, au contraire, la distance, donc je vais réécrire que ceci, c'est la distance entre les noyaux. Nous savons que lorsque les deux noyaux sont au même point, donc la distance est nulle, elle est à 0 ici. L'énergie du système est de moins 7622 kJ par mole. C'est ce que nous avons écrit là. Autrement dit, eh bien, nous avons un point là, un point là. Si on faisait les calculs intermédiaires, mais on va se dispenser de les faire, on trouverait une évolution qui est comme ceci. D'accord? Cette courbe que je viens de dessiner ici, c'est la stabilisation électronique. Plus les deux noyaux sont proches, plus les électrons sont stables, parce qu'ils peuvent bénéficier de l'attraction du second noyau.
Mais bien sûr, nous devons prendre en compte la répulsion entre les noyaux. Alors, cette formule-ci nous dit quoi? Que lorsque la distance est très grande, R est très grand, l'énergie forcément tend vers 0. D'accord? Et plus on rapprochera les deux noyaux, plus R sera petit, plus l'énergie sera grande. Autrement dit, cette deuxième courbe, elle a cette forme-là. Elle part de 0 lorsqu'on est très loin, d'accord, puisque R est grand. Et puis, elle va augmenter de manière extrêmement forte lorsque la distance va devenir très petite. Voilà la courbe qui représente la répulsion des noyaux. La réalité, quelle est-elle? Bien sûr, ces deux interactions existent en même temps. On a en même temps, bien sûr, stabilisation électronique et répulsion des noyaux. Autrement dit, la réalité, c'est la somme. Donc, ici, ceci, je vais dire que c'est la courbe 2, stabilisation électronique, et en jaune, là, c'est la courbe qui correspond au point 3. La réalité, c'est bien sûr la somme des deux interactions. La réalité que je vais représenter en rouge, c'est la somme de la courbe 2 et de la courbe 3, c'est-à-dire du facteur stabilisant et du facteur déstabilisant. Donc, la réalité, alors j'espère que c'est visible, c'est la somme des courbes 2 plus 3. Donc, en chaque valeur de R, je fais la somme de la valeur de la courbe là et de la valeur de la courbe là. Qu'est-ce que je vais trouver? Au début, jaune, c'est 0. Donc, voilà. Et puis, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Mais à un moment, la courbe jaune devient plus forte, remonte plus fort que la courbe blanche ne diminue. Et donc, la courbe rouge s'infléchit comme ceci. Voilà donc, au début, la courbe rouge diminue, le système se stabilise, passe par un minimum et puis augmente ici. Alors, ce minimum, je l'ai fortement accentué pour qu'il soit bien visible. En fait, c'est un peu moins fort, mais pour qu'on le voit bien, je l'ai accentué ici. Nous voyons donc qu'il existe dans la courbe rouge ici un minimum. C'est la situation pour laquelle l'énergie est la plus basse. Ceci est la situation la plus stable pour le système. C'est la situation la plus stable. Parce qu'elle est l'énergie la plus basse. Deux atomes d'hydrogène, quand sont-ils le plus stables? Lorsqu'ils se trouvent là. C'est-à-dire, lorsqu'ils se trouvent à une distance bien précise, et je vous donne simplement pour votre information la distance, 0,74 angstrom. Autrement dit, les deux atomes d'hydrogène, ils ne vont pas rester éloignés, ils vont s'approcher. Les deux atomes d'hydrogène s'approchent jusqu'à une distance entre les deux noyaux, jusqu'à une distance de 0,74 angstrom. C'est dans cette situation-là que les deux atomes sont les plus stables. Et donc, ils ne vont pas s'approcher plus, parce que nous voyons que la répulsion deviendrait trop forte, et ils ne vont pas s'éloigner, parce que l'énergie remonterait aussi. Donc, la liaison entre deux atomes, ce n'est pas que deux atomes viennent se coller, c'est qu'ils s'approchent jusqu'à une distance qui est le meilleur compromis entre la stabilisation électronique et la répulsion. On dit que les deux atomes d'hydrogène sont liés. On dit que les deux atomes d'hydrogène sont liés par une liaison covalente. Par une liaison covalente. Ce que l'on représente, bien sûr, dans la théorie de Lewis, par la présence d'une liaison entre les deux atomes d'hydrogène. Tout simplement. Alors, nous avons examiné la position du minimum sur l'axe de distance. Examinons-la sur l'axe d'énergie, ici. Eh bien, ce point-là se trouve à une énergie
de 436 kJ par mole, plus négative, donc cette différence-là entre l'énergie de départ et l'énergie de la molécule H2, c'est 436 kJ par mole. Dit encore autrement, la molécule H2 est plus stable de 436 kJ par mole par rapport aux deux atomes d'hydrogène. À deux atomes d'hydrogène. Voilà pourquoi les deux atomes se lient, parce qu'étant liés, eh bien, ils sont plus stables, ils sont d'énergie plus basse. Et cette stabilisation, elle est de 436 kJ par mole. On dit aussi que, et je vais l'écrire ici, que l'énergie de la liaison entre deux atomes d'hydrogène est de plus 436 kJ par mole. L'énergie de la liaison, c'est l'énergie nécessaire pour briser cette liaison et retourner à deux atomes isolés, c'est-à-dire repasser à moins 2624. Eh bien, cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Remarquons qu'elle est positive, cette énergie de liaison. Il faut fournir de l'énergie pour casser une liaison. D'accord ? Cette énergie est positive. Les deux atomes liés dans la molécule sont plus stables que les deux atomes séparés. Si on veut les séparer, il faut donc fournir cette quantité d'énergie-ci, 436 kJ par mole. Voilà donc la description de pourquoi deux atomes d'hydrogène se lient. C'est parce que c'est le meilleur compromis entre la stabilisation électronique, les électrons seraient plus stables si tous les protons étaient au même endroit, et la répulsion des noyaux, les noyaux sont plus stables lorsqu'ils sont éloignés. La liaison chimique est le meilleur compromis entre ces deux phénomènes-là, et c'est pourquoi les deux atomes s'approchent à une certaine distance et puis ne bougent plus. Voilà pour la molécule de dihydrogène. Ceci, cette description est vraie pour toutes les liaisons covalentes. Ceci est vrai pour toutes les liaisons covalentes. Avez-vous des questions sur ceci? Oui? Comment est-ce qu'on obtient moins 7622? En fait, on se demande quelle est l'énergie du système lorsque les deux atomes sont au même point. Ce système, il comporte quoi? Deux protons au même endroit, deux électrons autour. Autrement dit, il ressemble très fort à l'atome d'hélium. Donc on va se dire l'énergie de ce système, c'est la même énergie que l'atome d'hélium. La même énergie que l'atome d'hélium, c'est-à-dire la même énergie avec laquelle les deux électrons de l'atome d'hélium sont liés au noyau d'hélium. Comment savoir quelle est l'énergie de ces deux électrons? En voyant quelle énergie il faut pour les arracher. Donc, on va mesurer leur énergie d'ionisation à ces deux électrons et on va dire, bien sûr, eh bien, leur énergie à l'intérieur de l'atome, c'est l'opposé de cette énergie d'ionisation. D'accord? Puisque l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie pour arriver au zéro. Donc forcément, s'il nous faut telle énergie pour arriver au zéro, c'est qu'eux étaient autant en dessous du zéro. D'accord? L'énergie d'ionisation du premier électron, c'est 24,1 électronvolts. Ça veut dire qu'on peut considérer que cet électron se trouvait moins 24,1 électronvolts en dessous du zéro, transformé en kilojoules par mole, moins 24,1 électronvolts, ça fait moins 2732. Et je fais la même chose ensuite pour le second. D'accord? Je fais la somme des deux, et c'est ainsi que je trouve moins 7622. Oui. On ne peut pas soustraire, on ajoute deux nombres négatifs, ça donne un nombre encore plus négatif. Ça ne fait pas ça? Ah, mais c'est que je me suis trompé, attendez. Ah non, c'est 2372, oui, d'accord. Oui, merci, mais
Ça ne change rien, bien sûr, sur le fond. Hein. Merci. Vous aviez la même question? L'autre personne, vous aviez la même question? Ok. D'accord, mais le principe, vous l'avez compris, quoi. Après, j'ai fait une erreur. Oui, je vous écoute. Bien sûr que non. Vous ne devez pas retenir la valeur de l'énergie de liaison. Simplement, retenez l'ordre de grandeur. Retenez deux choses. L'ordre de grandeur d'une longueur de liaison, environ 1 angstrom. L'ordre de grandeur de l'énergie de liaison, plusieurs centaines de kilojoules par mole. Il y a des tables dans lesquelles toutes ces énergies de liaison sont. Utilisons les tables. La notion de liaison ionique. Si la liaison covalente est une liaison qui s'établit entre atomes de même électronégativité, au contraire, la liaison ionique est celle qui s'établit entre atomes d'électronégativité très différentes. Et l'exemple que nous allons prendre, c'est celui de la liaison entre un atome de potassium, le potassium, entre un atome de potassium, le potassium étant un alcalin, souvenons-nous, il a une électronégativité très faible, et un atome de fluor, qui est, rappelons-le, l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Alors, tout d'abord, puisqu'on parle de liaison ionique, voyons dans quelles conditions peuvent se former les ions. Liaison ionique, ça veut dire que ça implique des ions. Voyons la formation des ions. Et tout d'abord, voyons dans quelles conditions l'atome de potassium qui est peu électronégatif peut perdre un électron. Donc, tout d'abord, l'atome de potassium, nous savons qu'il a un électron de valence. Eh bien, voyons dans quelles conditions il peut se transformer en ion positif, plus un électron, l'électron qu'on éloigne infiniment. L'énergie relative à ce processus-là, c'est l'énergie d'ionisation de l'atome de potassium, qui vaut plus 4,3 électronvolts, ce qui nous donne en kilojoules par mole, plus 419 kilojoules par mole. Voilà l'énergie associée au fait de former un ion potassium positif. Et puis, pour l'atome de fluor, qui a 7 électrons de valence, voilà, eh bien, lui, voyons dans quelles conditions, s'il gagne un électron qui était infiniment éloigné, il peut se transformer, quant à lui, en ion fluorure chargé une fois négativement, et cette fois entouré de 8 électrons. Eh bien, cela, l'énergie correspondante, c'est l'affinité électronique de l'atome de fluor, qui est moins 3,5 électronvolts, ce qui correspond à moins 328 kilojoules par mole. Faisons le bilan, puisque on crée un ion positif, on crée un ion négatif. Faisons le bilan en énergie. Le bilan donc de la réaction par laquelle on avait un atome de potassium neutre, un atome de fluor neutre, et on a formé un ion positif, potassium, un ion négatif, fluorure. Le bilan, eh bien, c'est plus 419 moins 328, ce qui nous fait, ce qui nous fait plus 91 kilojoules par mole. Voilà l'énergie associée à la formation des ions. Rendons-nous compte qu'à ce moment-là, nous avons formé les ions loin l'un de l'autre. Oui ? 419. Ça, c'est 419. Mais à nouveau,
C'est bien évidemment que vous puissiez lire au tableau, je suis d'accord. Mais ces valeurs, c'est simplement, je vous les donne pour votre information. Oui? Parce que dans un cas, il faut de l'énergie pour arracher un électron, c'est l'énergie d'ionisation. Dans l'autre cas, c'est l'énergie qui est liée à la capture d'un électron, c'est l'affinité électronique. Voilà pourquoi on considère l'énergie d'ionisation là et l'affinité électronique là. Non, c'est le contraire. Donc ça n'est pas lié à l'électronégativité. Nous avons vu la semaine passée comment on définit l'énergie d'ionisation et l'affinité électronique. C'est l'électronégativité qui dépend de ceci, et pas le contraire. Donc, on a formé ces deux ions. Rendons-nous compte cependant que ces deux ions sont encore infiniment éloignés. D'accord ? À ce stade, ils sont encore infiniment éloignés. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons les approcher. D'accord? Donc, maintenant qu'on a formé les ions, on va approcher les deux ions. On va approcher donc un ion positif et un ion négatif l'un de l'autre. Ce sont deux charges, bien sûr. Elles vont subir aussi, elles vont obéir aussi à la loi de Coulomb. On pourra donc écrire que l'énergie d'interaction entre ces deux charges, et on comprend que ce sera bien sûr une attraction, puisque ces deux charges sont de signes opposés, eh bien elle sera égale à moins 1393 divisé par la distance entre les deux charges exprimée en angstrom. C'est la même expression que nous avons vue tout à l'heure, mais bien sûr avec un signe opposé. Tout à l'heure, c'était deux charges positives qu'on voulait approcher. Maintenant, c'est une charge positive, une charge négative. Donc forcément, le signe a changé. Ça veut dire quoi que le signe soit négatif? C'est bien sûr une interaction stabilisante. Plus les charges sont proches, plus les deux ions sont proches, plus l'énergie diminue, plus le système est stable. D'accord? Plus R est petit, plus l'énergie diminue. Plus la distance est petite, plus R est petit, plus l'énergie diminue dans ce cas. L'attraction entre les deux ions est bien sûr favorable. Les deux ions ont tendance à s'approcher. Plus R, la distance, est petite, plus l'énergie diminue. Autrement dit, plus le système est stable. D'accord? Donc on pourrait dire, ils vont venir se coller. Non, parce qu'il faut penser que ces deux atomes, même porteurs d'une charge, ils ont encore chacun leurs électrons de cœur, et ils ont encore chacun leur noyau. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont venir très très proches les uns des autres, qu'est-ce qu'on aura? Pour des distances inférieures à 2 angstroms, lorsque les deux atomes, lorsque les deux ions arrivent très très proches l'un de l'autre, que se passe-t-il? Eh bien, va commencer à entrer en jeu la répulsion entre les électrons de cœur. On aura répulsion entre les électrons de cœur. Les électrons de cœur de l'atome de potassium, ils sont toujours bien présents. Les électrons de cœur et les électrons de valence de l'atome de fluor, ils sont bien présents. Bien sûr, ces charges négatives vont avoir tendance à se repousser. Et si on allait encore plus près, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura en plus la répulsion entre les noyaux des deux atomes. Bien sûr, on comprend que ces répulsions vont faire en sorte que les deux atomes, les deux ions, vont rester loin l'un de l'autre. Donc, nous avons à nouveau une interaction favorable à l'approche, l'attraction entre les deux ions, et nous avons une interaction défavorable à l'approche des deux particules, c'est la répulsion entre les électrons de cœur, la répulsion entre les deux noyaux. À nouveau, que va-t-il se passer? Eh bien, ces deux interactions vont intervenir en même temps, et donc, bien sûr, elles vont jouer un rôle semblable, concomitant. Pour le comprendre, nous allons à nouveau,
d'écrire le diagramme énergétique pour cette liaison ionique en portant à nouveau l'énergie en kilojoules par mole en fonction de la distance entre les deux noyaux. Ça, c'est la distance R exprimée en angstrom entre les deux noyaux. Alors, le zéro d'énergie ici, à quoi correspond-il? Il correspond aux deux atomes neutres. Donc, avant qu'on leur retire ou qu'on leur ajoute leur électron, les deux atomes neutres infiniment éloignés. On va dire ceci est notre zéro d'énergie. Ce qui compte, bien sûr, c'est voir comment l'énergie varie lorsqu'on approche les deux atomes. Pour cela, partons du point de départ. Nous formons les deux ions, très éloignés l'un de l'autre. Ils se trouvent à plus 91 kJ par mole. Ici, je mets plus 91. Donc, le point 1 ici, qui sont l'ion potassium, l'ion fluorure infiniment éloigné, il se trouve à plus 91 kJ par mole. Nous allons faire entrer en jeu maintenant l'attraction entre les deux ions, c'est-à-dire le loi de Coulomb que nous représentons là. On voit bien que l'énergie va devenir de plus en plus négative au fur et à mesure où la distance va devenir de plus en plus petite. Ceci, c'est la courbe qui correspond à l'attraction entre les ions. L'attraction entre les ions que nous avons représentée dans la deuxième partie de notre raisonnement là. Et puis, bien sûr, nous devons prendre en compte, lorsque les deux ions seront très proches, eh bien, la répulsion entre les cœurs et les noyaux, qui va se marquer alors par une déstabilisation, c'est-à-dire à nouveau une hausse vertigineuse de l'énergie lorsque la distance devient très petite. Bien sûr, si je dessinais correctement, ceci serait comme ça. Ceci est la répulsion entre électrons de cœur et qui joue aussi la répulsion entre les noyaux, qui est bien sûr déstabilisante, c'est-à-dire que l'énergie va augmenter plus les électrons de cœur, plus les noyaux seront proches. Bien sûr, à nouveau, la réalité, ce sera la combinaison de ces deux interactions, à la fois l'attraction entre les noyaux, entre les ions, la répulsion des cœurs et des noyaux. Autrement dit, ce que je vais dessiner maintenant sera à nouveau la somme des courbes blanches et jaunes. Au départ, lorsqu'on est loin, c'est la courbe blanche qui l'emporte. Et puis, lorsqu'on est très très près, c'est la courbe rouge, c'est la courbe jaune qui l'emporte, ce qui fait que l'énergie remonte très fort. Il y a bien sûr un minimum, j'espère que vous le voyez, il est ici. Voici la situation la plus stable pour les deux ions. Ce n'est pas que les deux ions viennent se coller l'un à l'autre, ce n'est pas que les deux ions restent loin, c'est qu'ils s'approchent à une certaine distance, ici, et cette distance, je vous la donne à nouveau pour votre information, nous avons compris qu'elle est de l'ordre de 1 angstrom, elle vaut ici 2,17 angstrom, à nouveau, retenons que c'est de l'ordre de 1 angstrom, et on a donc les deux ions s'approchent, mais ne viennent pas se coller jusqu'à une distance très petite, ici c'est 2,17 angstrom, et puis ils restent à cette distance-là. Deux ions restent l'un à côté de l'autre. On parlera donc de liaison ionique. C'est la liaison ionique.
Alors, comment représenter cela au sens de Lewis? Eh bien, on pourrait imaginer que l'atome de potassium ayant un électron, l'atome de fluor ayant 7 électrons, il y a mise en commun d'un électron pour former une liaison comme ceci. Cependant, cela fait penser à une mise en commun. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Donc, ne retenons pas cette description-ci, elle n'est pas correcte. Ce qui se passe, c'est que l'atome de potassium, nous l'avons vu, perd un électron, l'atome de fluor gagne un électron. Si on veut être plus correct en termes d'écriture, on va écrire l'atome de potassium avec sa charge positive et à côté, l'atome de fluor avec 4 paires électroniques, 8 électrons autour de lui et une charge négative. Voilà une représentation de Lewis qui est plus correcte. Ici, la différence d'électronégativité est tellement grande que l'atome de potassium a perdu un électron au bénéfice de l'atome de fluor. Remarquons aussi que ce minimum, eh bien, nous pouvons examiner sa position sur l'axe des énergies. Elle est à une valeur de moins 549 kJ par mole, que vous ne devez pas retenir, mais remarquons à nouveau que l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie qu'il faudrait pour séparer les deux ions et reformer les deux atomes, l'énergie de liaison pour Kf, elle est de plus 549 kJ par mole. À nouveau, retenons que c'est de l'ordre de plusieurs centaines de kilojoules par mole l'énergie d'une liaison. Et voyez, qu'elle soit covalente ou ionique, c'est toujours environ quelques centaines de kilojoules par mole. Voilà donc pour la description de la liaison ionique. Avez-vous des questions sur ceci? Nous pouvons dès lors résumer ce que nous venons de voir de la manière suivante. Si les deux atomes sont d'électronégativité semblable, si on a deux atomes d'électronégativité semblable, alors semblable, c'est un beau terme en français, mais est-ce qu'on ne peut pas être plus concret? On va être plus concret. C'est considérer que la différence d'électronégativité, la différence delta, ici, delta majuscule représente une différence. La différence d'électronégativité est inférieure à 0,4. Donc, ils ont une électronégativité semblable. Dans ce cas-là, eh bien, on a une liaison covalente. Et on peut vraiment parler de mise en commun. Si la différence d'électronégativité est supérieure à 0,4, ça veut dire qu'on a un atome plus électronégatif et un atome moins électronégatif. Les électrons de la liaison vont être attirés vers l'atome le plus électronégatif. Les électrons de la liaison vont aller vers l'atome le plus électronégatif, qui va donc gagner de la densité électronique et bien sûr, en conséquence, l'atome le moins électronégatif va perdre de la densité électronique. D'accord ? Si la différence d'électronégativité est supérieure à 0,4, alors l'atome le plus électronégatif va avoir tendance à accaparer les électrons de la liaison. Dès lors, lui va s'enrichir en densité électronique. Il va être plus riche en électrons, l'autre va être moins riche en électrons. On va avoir une zone enrichie en densité électronique, ce qu'on appelle un pôle négatif. On va avoir une zone appauvrie en densité électronique, c'est un pôle positif. On va avoir, lui, va devenir ce qu'on appelle un pôle négatif de la liaison. Et bien sûr, l'atome le moins électronégatif va devenir le pôle positif de la liaison. On va appeler cette liaison liaison covalente polarisée. Liaison covalente polarisée.
Autrement dit, les deux atomes ont mis un électron chacun en commun, mais ces deux électrons qu'ils ont mis en commun, c'est celui qui est plus électronégatif qui a tendance à les prendre. D'accord ? Donc on crée un pôle négatif de ce côté-là, un pôle positif du côté de l'autre atome. On appelle donc cette liaison covalente polarisée. Et on comprend bien que plus la différence d'électronégativité va devenir grande, plus la liaison va être polarisée, bien sûr. Et on va arriver à un cas extrême, si la différence d'électronégativité est supérieure ou égale à 1,9, donc un atome très électronégatif, un atome très peu électronégatif, on peut considérer qu'on a transfert d'un électron de valence de l'atome le moins électronégatif à l'atome le plus électronégatif. Autrement dit, l'atome le moins électronégatif va perdre un électron, l'atome le plus électronégatif va gagner un électron. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, la liaison ionique. Et nous voyons que la liaison ionique est en fait la situation extrême, le cas extrême de liaison covalente polarisée. La différence d'électronégativité étant tellement grande qu'on peut considérer que c'est carrément l'atome le moins électronégatif qui a cédé un électron de valence à l'atome le plus électronégatif. On a donc un atome positif, un atome négatif, ce sont des ions, et on parle de liaison ionique. Oui ? Alors, on me demande, est-ce qu'on peut parler de liaison covalente parfaite? Si vous voulez, lorsque deux atomes sont d'électronégativité semblable, on peut parler de liaison covalente pure, si vous voulez, pour dire qu'elle n'est pas polarisée. Mais on peut, oui. Avez-vous d'autres questions? Bien. Oui, je vous écoute. Pourquoi? Ah, parce que j'ai pas mis... Oh, ben, allez, attendez. Alors, je vous le vends dans quel sens? Je vous le vends dans ce sens-là. Voilà. C'est comme on veut. Franchement, c'est comme on veut. Ça sera une liaison encore à peu près covalente, mais déjà un tout petit peu polarisée. C'est sûr que c'est une convention. C'est comme 1,9, c'est une convention aussi. On a dit que... Voilà. D'autres questions? Bien, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je suis désolé, je me rends compte que c'était un peu plus rapide que d'habitude, mais vous comprenez que on perd beaucoup de temps avec les problèmes et il faut quand même qu'on avance. Donc, consultez malgré tout le Moodle pour voir ce qu'on fait vendredi, si c'est l'autre groupe qui vient ou si l'enregistrement a été correct et si c'est vous qui revenez. Consultez Moodle. À vendredi.